Bienvenue à tous et à toutes. C'est moi, Janie Degré-Pelletier, doctorante en neuropsychologie, qui ai la chance de vous présenter la toute première série du nouveau balado sur le spectre. Pour la première série, Conversation avec une personne autiste, vous pourrez découvrir 4 épisodes dans lesquels divers sujets sont abordés, tels la parentalité, le diagnostic, les relations amoureuses et les intérêts et passions. Comme son nom le laisse entendre, la série a pour but de donner une voix aux personnes autistes en initiant une conversation avec elles et des chercheurs du domaine pour démystifier ce qu'on pense de l'autisme. Lors d'une brève discussion, on tente de faire rencontrer le vécu des personnes autistes et ce que la science nous dit sur le sujet. Pour l'épisode d'aujourd'hui, un sujet qui suscite les polémiques dans le domaine est abordé, soit l'autisme au féminin. Jessica, femme autiste, et Dr Laurent Motron, psychiatre, se questionnent sur le processus diagnostique, le camouflage et les possibles distinctions qui peuvent être faites entre les hommes et les femmes autistes. Je vous invite donc à écouter cet épisode et à découvrir les merveilleuses personnes qui y ont participé pour en apprendre davantage sur l'autisme. Bonne écoute! Alors, bonjour d'abord. Aujourd'hui, l'épisode qu'on fait porte sur le diagnostic d'autisme chez la femme, donc l'autisme au féminin. C'est un sujet qui est quand même polémique dans le domaine actuellement. Donc, on va commencer par parler de cette polémique, mais d'abord, je vais demander à nos invités de se présenter. Donc, on a avec nous Jessica. Jessica, je te laisse te présenter. Puis expliquer un peu là, comment t'en es venue à faire l'épisode aujourd'hui. Bien, merci beaucoup. Bonjour, mon nom c'est Jessica Buteau. Aujourd'hui, j'ai 38 ans. J'ai reçu mon diagnostic officiel à l'âge de 35 ans. OK? Moi, je travaille comme infirmière de profession aux soins intensifs depuis 11 ans. OK? Puis, j'ai reçu une invitation de Dr Laurent Motron pour faire une entrevue sur la femme autiste. Et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Parfait, bien, merci beaucoup. Puis justement, on a Laurent Motron avec nous. Docteur Motron, je vous laisse vous présenter aussi brièvement. Alors, je suis psychiatre chercheur spécialisé en autisme. Je fais donc des diagnostics et de la recherche sur cette condition. OK, parfait. Donc, pouvez-vous d'abord, Dr Motron, nous expliquer pourquoi c'est une polémique en ce moment, la question du diagnostic d'autisme au féminin? C'est une polémique parce que les gens ne s'entendent pas sur l'importance du nombre de femmes autistes qui ne seraient pas diagnostiquées, qui seraient diagnostiquées trop tardivement. Alors que tout le monde s'entend que un certain nombre de femmes et d'hommes reçoivent leur diagnostic très tard, à 40, 50 ans, pour toutes sortes de raisons. Il y a eu un mouvement en recherche qui a attribué ce qu'on appelle le sex ratio en autisme, donc le fait qu'il y ait plus d'hommes que de femmes, au fait qu'on n'était pas capable de le voir chez les femmes, peut-être parce que chez les femmes, c'était ou moins visible ou que ça se présentait différemment. Et la polémique, elle porte sur l'importance numérique de ce phénomène. On sait qu'il existe, mais pour certaines personnes, il faudrait aller jusqu'à dire qu'il y a autant de femmes que d'hommes. Donc ça reviendrait à dire qu'il y aurait dans chaque pays des centaines de milliers de femmes autistes non diagnostiquées. OK. Puis, donc, Jessica, vous avez entendu parler Oui. de cette polémique-là. Ouais, Oui. qu'est-ce que vous en pensez, vous, comme femme autiste, quand vous voyez ça là, dans les médias? Ben, c'est vrai que il y a beaucoup de femmes qui sont diagnostiquées tardivement à l'âge adulte. Moi, je fais partie de plusieurs groupes de soutien de femmes Asperger. Puis il y a beaucoup de femmes à 30 ans, 35, 40, 45 ans, 50 ans qui ont fait toute leur vie sans savoir officiellement qu'ils étaient autistes. Puis là, ils veulent comprendre leur vie, ils veulent comprendre tous les défis, leurs difficultés qu'ils ont eues dans leur vie. Fait que là, c'est à l'âge adulte qu'ils veulent faire leur démarche pour vraiment confirmer leur diagnostic, pour mettre un mot, dans le fond, pour mettre un mot sur leurs difficultés, pour mettre un mot sur leurs différences, expliquer pourquoi que, dans le fond,
c'est comme un soulagement pour eux autres. OK. Puis, ben justement, Ouais. peut-être qu'on peut parler de qu'est-ce que ça vous a fait à vous de Ouais. recevoir ce diagnostic-là, de comment votre processus diagnostic s'est passé, comment ça a changé votre vie ou pas, peut-être. Ben, pour moi, le fait de recevoir le diagnostic d'Asperger, ce fut un soulagement car je pouvais enfin mettre des mots sur les défis que je vis au quotidiennement. Je pouvais enfin comprendre l'origine des défis que je vis. Cela m'a permis de mieux comprendre ma différence puis apprendre à plus m'accepter tel que je suis. Puis aussi, ça m'a permis de faire des meilleurs choix dans ma vie en tenant compte de mes besoins puis de mes limites. Puis maintenant, je me respecte plus comme personne, puis je suis capable d'exprimer plus mes besoins puis d'aller chercher de l'aide. Avant, j'avais de la misère à aller chercher de l'aide, avant que j'aie mon diagnostic. OK. Depuis que j'ai mon diagnostic, j'ai développé une meilleure conscience de soi puis une meilleure autocritique. Avec tout ce que j'ai vécu comme des obstacles, échecs, harcèlement, j'ai développé une faible estime de soi. Mais depuis que j'ai mon diagnostic, j'ai appris à reconnaître plus mes forces facilement. La psychothérapie m'aide à reconnaître mes forces. Oui, c'est ça, parce qu'avant qu'on commence l'enregistrement, vous m'avez dit que vous avez un suivi en psychothérapie aussi, puis que ça vous aide beaucoup. Super. Parfait. Puis, est-ce que vous pensez que le fait d'être une femme, ça a eu un impact sur ce processus diagnostic-là? Est-ce que ça a fait en sorte, par exemple, que vous avez été diagnostiqué plus tard ou que ça a été différent d'une façon ou d'une autre là, pendant votre processus diagnostic? Écoute, je pense que les femmes, on est diagnostiqué plus tardivement que les hommes. Il y a comme plusieurs raisons qui expliquent ça, selon moi. Je pense que les professionnels de la santé c'est encore très méconnu de la part des professionnels de la santé. L'autisme au féminin, c'est encore méconnu. Okay. Puis aussi, les outils cliniques pour diagnostiquer l'autisme, je crois que c'est basé plus sur un profil masculin. Peut-être que je me trompe. Ben, bonne idée de demander justement à Dr. Motron qui fait lui-même des diagnostics. Qu'est-ce qu'il y en est? Ben, ce que vient de dire Jessica, c'est ce que beaucoup de gens pensent actuellement. Je ne suis pas complètement d'accord. Parce que dans la situation de Jessica, je ne pense pas que le fait qu'elle soit une femme soit la raison du retard du diagnostic. Je crois que de manière générale, l'ensemble des pays avancés ont été longs à donner des diagnostics d'autisme ou d'Asperger à des personnes verbales qui avaient une profession et une famille. Ce retard, il est en train d'être comblé aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Mais l'idée que l'autisme serait moins visible chez les femmes pose un problème de ce qu'on appelle de circularité. Parce que s'il est moins visible et qu'il se présente d'une autre façon, comme on n'a pas d'autre jugement que la clinique pour porter le diagnostic, et la clinique, par définition, c'est la clinique de ce qui est visible, eh bien, sur quoi pourrait-on le porter? Donc, on n'a pas actuellement d'argument scientifique pour dire que le sexe ratio en autisme en faveur des garçons serait purement un produit social ou un produit de méconnaissance des critères. Donc, il y aurait quelque chose de quand même vraiment biologique qui explique qu'il y aurait vraiment réellement plus de garçons que de femmes. Oui, et je pense que même les tenants de l'idée d'un autisme invisible chez les filles doivent quand même tenir compte de ce que s'il est plus visible chez les garçons, c'est un fait de nature biologique. OK. Ouais, tu veux réagir, Jessica? Mais je pensais aussi, selon moi, que les symptômes sont complexes. Puis beaucoup de symptômes cliniques peuvent être confondus avec plusieurs autres diagnostics du DSM-5, comme troubles de personnalité limite, troubles bipolaires. Selon les témoignages que j'ai reçus des femmes Asperger, beaucoup de femmes Asperger ils ont reçu des diagnostics erronés. C'est comme moi. J'étais mon premier psychiatre au secondaire, j'avais 17 ans, parce que j'étais au secondaire, puis les professeurs puis la directrice, ils ont remarqué des comportements atypiques. Ils ont remarqué chez moi des comportements bizarres, des comportements inhabituels, de l'anxiété, j'étais solitaire, tu sais. Fait qu'ils ont appelé mes parents,
ils ont recommandé à mes parents de me faire investiguer en psychiatrie. Donc, j'étais allée à Sainte-Justine. Le pédopsychiatre, il n'a pas été capable de me diagnostiquer Asperger. Il m'a diagnostiqué avec un trouble anxieux sévère plus un trouble obsessionnel compulsif. À OK. cause j'avais beaucoup de routine, beaucoup de manies. Puis le psychiatre en question, il avait dit que, il dit, je suis pas capable de mettre un doigt sur le diagnostic précis parce que tous vos symptômes cliniques sont tous dans plusieurs catégories du DSM-5. Il dit, vos caractéristiques cliniques sont classées comme dans plusieurs catégories de Ça diagnostic. correspondait pas à un truc en Exactement. particulier. Il trouvait ça vraiment difficile de poser le bon diagnostic. Donc, j'avais 17 ans, je m'en allais avoir 18 ans. Il dit, vu que vous allez être adulte, je vais vous transférer au pavillon Albert Prévost de l'hôpital Sacré-Cœur, puis pour faire une évaluation plus spécialisée. Je pense que ce psychiatre probablement n'avait pas été exposé à des autistes adultes, hommes ou femmes. Parce que je maintiens que moi, lorsque j'ai posé mon diagnostic de Jessica, c'était comme une évidence, à la fois parce que les diagnostics différentiels étaient comme secondaires ou pouvaient être secondaires par rapport au diagnostic primaire d'Asperger, et que le diagnostic d'Asperger était très évident. Par exemple, lorsqu'on écoute Madame Bluteau, elle a des particularités d'intonation, elle a une voix particulière et elle a des expressions faciales aussi particulières qui n'auraient aucune raison de se trouver dans les diagnostics compétitifs. Par exemple, par rapport aux troubles obsessifs-compulsifs, la distinction que font généralement les cliniciens, c'est que les personnes qui ont une personnalité obsessive-compulsive cherchent à dissimuler leurs particularités, ou en ont honte, ou ne s'en ouvrent pas, sont parfois de mauvaise foi par rapport à eux-mêmes pour ces particularités-là, alors que Madame Bluteau explique ces particularités avec une transparence, une absence de bénéfices que l'on ne voit pas dans un trouble obsessif-compulsif. Puis, ce serait les caractéristiques dont vous parlez, d'intonation et tout ça, ça se serait retrouvé aussi de la même façon chez un gars. Chez un homme. Ouais, chez un... Et une des grandes difficultés avec cette affaire de diagnostic différentiel de l'autisme chez les hommes et chez les femmes, c'est qu'on a beaucoup de mal à faire la différence entre des différences psychologiques générales entre les hommes et les femmes et la façon dont ces différences, chez une personne Asperger, vont donner un tableau potentiellement différent. Ça, c'est là d'où je pars, c'est là dont tout le monde part. L'autisme peut avoir une expression différente chez les hommes et chez les femmes. Mais de penser que chez l'un, il serait visible et chez l'autre, il serait invisible, c'est une sorte de saut que beaucoup de gens ne sont plus prêts à faire. OK. Donc, j'avais comme question de est-ce que c'est vrai que les critères diagnostiques sont différents chez les femmes et chez les hommes? Donc, la réponse, c'est non. Tout le monde serait probablement pas d'accord avec ça, mais je vous dirais qu'il y a eu une bascule depuis une dizaine d'années, depuis la conviction qu'ils étaient différents, jusqu'à le fait d'accepter que peu d'expériences ont vraiment montré que ça n'était pas le cas. Chez les petits-enfants, on a probablement des différences dans les comportements répétitifs, mais pas dans leur importance, dans leur nature. Donc, ce n'est pas spécialement plus invisible chez les filles. Ouais, comme les intérêts pour des petits-enfants aussi, parfois vont être Oui. genrés ou pas. Là, Oui. selon... Ce qui a beaucoup été dit, c'est que les petites filles auraient des intérêts particuliers, plus acceptés comme des intérêts de filles. On cite toujours, par exemple, les licornes ou les tout petits personnages, les mini quelque chose, qui seraient plus standards chez les filles. Mais en fait, le diagnostic se fait sur l'importance et la place que prennent ces intérêts dans la vie de la personne, qui, même si les intérêts sont de nature typique, ils peuvent prendre une importance telle que le diagnostic différentiel ne se pose pas. Ouais. Une personne qui parle de licorne 8 heures par jour à 5 ans, c'est atypique, même s'il y a plein de petites filles qui aiment les licornes. Oui, je comprends. C'est comme moi, mon intérêt restreint, c'est la médecine, le nursing. Je passerais ma vie à étudier là-dessus. Des heures et des heures, écoute, des conférences, c'est pour ça que j'ai une soif de connaissances assez impressionnante. Fait que ça mélange tout le monde parce que le niveau social puis mon niveau intellectuel
c'est comme deux. C'est comme, je suis très, tu sais, je suis intelligente, j'intellectualise tout, mais j'ai beaucoup de difficultés sociales. Mhm. Fait que c'est pour ça qu'on parle aussi du camouflage. Beaucoup de gens ne me croient pas que je suis autiste. Parce Ouais. que j'ai passé ma vie à cacher mes traits autistiques afin de bien paraître socialement et éviter les jugements des autres OK. afin d'être rejeté. Donc, ces difficultés sociales-là étaient Ouais. présentes Ouais. Puis vous en étiez consciente quand vous étiez plus petite? Non, j'ai comme... non, quand j'étais petite, j'étais pas consciente dans le sens que j'essayais d'être comme les autres sans savoir que j'étais autiste. Genre, j'imitais les autres parce que je savais pas comment agir dans les situations sociales et pour éviter d'être rejeté. Donc, dans le fond, il m'aurait fallu un mode d'emploi pour me dire comment agir en société. Les codes sociaux, c'était difficile. Fait que j'imitais les autres, comment que les autres s'habillaient. Je regardais des téléséries comme l'émission Virginie, savoir comment elle se comportait en société, comment qu'elle s'habillait, comment qu'elle... Tout, Elle se peignait. j'imitais tout parce que c'était devenu mes repères parce que on dirait que j'avais pas d'identité parce que je savais pas que j'étais autiste. OK. En fait, une des grandes critiques qu'on peut faire à la notion de camouflage, qui serait comme spécifique des femmes, c'est d'abord de penser qu'elle est spécifique des femmes. Ouais, c'était une de mes questions, justement. On entend beaucoup, cette notion-là de que les femmes camouflent plus leurs symptômes, puis que c'est pour ça qu'on les diagnostiquerait peut-être plus tard, etc. Donc oui, on veut vous entendre, Dr. Bottron, là-dessus. Il est clair maintenant que l'autisme contient l'envie d'être comme tout le monde. Et cette envie d'être comme tout le monde, elle peut être plus ou moins réussie, plus ou moins aboutie, mais elle est toujours là. Donc plus une personne autiste vieillit, au moins lorsqu'elle est verbale, et plus elle tend à être peu distinguable des autres personnes. Les moyens par lesquels la personne autiste essaie de ressembler aux autres peuvent varier selon leur personnalité, peut-être selon leur sexe. Mais l'envie d'être invisible, elle est là pour tout le monde. La deuxième critique qu'on peut faire à cette notion, c'est que ça n'est pas parce qu'il y a camouflage que le camouflage est forcément réussi. Donc l'envie de paraître comme tout le monde, je dirais qu'en général, elle n'est pas suivie complètement de succès. Il faut le dire. Et il faut même pour les autistes eux-mêmes, il ne faut pas les entretenir dans l'idée qu'ils vont réussir à être invisibles. Parce que la réalité est que certains aspects du comportement sont peu modelables. Donc par exemple, l'intonation, les mimiques, un certain niveau d'insistance ou un certain niveau de persévération dans une même chose, et puis le très très subtil accordage avec la personne dans la conversation qui reste en général détectable, mais plus par des professionnels que par des gens qui fréquentent une personne autiste de temps en temps. Ouais. Vous, ça a eu un impact dans votre vie, je vois que vous avez envie d'ajouter exactement comme Dr. Bottron a dit. Des fois, on essaie de faire du camouflage, mais on ne réussit pas toujours. Puis des fois, on fait des maladresses sociales, tu sais. On veut imiter les autres, mais en imitant les autres, on est maladroit, puis là, c'est là qu'on peut se mettre les pieds dans les plats. On peut faire une maladresse sociale. Fait que dans le fond, c'est pour ça que là, maintenant, j'assume mon autisme, puis j'essaie de dire aux gens, puis aux autres personnes autistes, d'essayer de nous pardonner nos maladresses sociales. C'est comme, notre intention est toujours bienveillante. On n'a pas de malice. Des fois, quand on fait des maladresses sociales, c'est pas pour blesser les autres, c'est pas pour... c'est juste parce qu'on est maladroit. On sait pas comment faire les choses. J'aurais envie de prendre un exemple qu'on a devant les yeux, c'est-à-dire Mme Buteau utilise des fiches. Ces fiches vont lui permettre d'être très pertinentes. Elle a beaucoup réfléchi, elle a prévu ses réponses, et ses réponses sont peut-être plus travaillées que ce qu'aurait fait une personne neurotypique qui les inventerait sur le moment. Par contre, il faut se résigner à ce que quelqu'un qui la verrait présenter quelque chose avec des fiches ferait peut-être une erreur d'interprétation, pourrait penser que la personne n'a rien à dire, ou que sais-je, ou n'a pas pensé qu'on allait mal la juger parce qu'elle était obligée de lire une fiche.
tout ça fait partie de ce qui n'est pas invisible et qui doit absolument être accepté comme tel. C'est comme une personne qui boite et qui a une canne. La canne n'est pas censée ne pas être visible. Ouais. Intéressant. C'est ça, je m'excuse, hein, là, je suis même pas l'ordre qu'on était supposé Non, d'avoir, c'est fait pas- que je te fais bouger tes... Ouais, là, c'est correct. Puis aussi, même quand que j'étais dans la début de vingtaine, j'ai des amis qui m'ont dit « Jessica, je te crois pas que tu es autiste parce que tu fonctionnes super bien dans la vie, tu es sociale, tu te maquilles, tu es intelligente, tu es allée à l'université. Impossible que tu sois autiste. » Mais l'expérience a montré que vous êtes quand même passé par des bouts pas mal difficiles Oui, et oui. que même actuellement, Ouais. il y a encore des gens qui interprètent de façon erronée des choses que vous faites et votre vie, c'est pas un lit de pétales de rose. Je veux dire, vous avez vraiment... vous êtes Ça très... vient avec des défis. Là, Oui, des, vraiment. des gros défis. Oui. On vit beaucoup, même, tu sais, comme j'ai vécu beaucoup de harcèlement et de discrimination. Puis, tu sais, j'ai jamais dévoilé mon diagnostic dans mes entretiens d'embauche. OK. Une fois, je l'ai dit à un chef d'unité, OK? Puis il me dit, j'ai pas besoin d'une personne Asperger dans mon équipe, j'ai besoin d'une infirmière. Comme ça. Il m'a dit ça. Fait que, tu sais, ça, c'est assez... Fait que, tu sais, c'est pour ça que je suis prudente. C'est pour ça que dans mes entretiens d'embauche, c'est pas toujours avantageux pour moi de dire mon diagnostic. Ouais. J'ai toujours peur. Est-ce que vous le dites, est-ce que vos amis, votre famille le savent, mais dans votre emploi, est-ce que tout le monde le sait? Comment vous faites? À qui vous le dites, à qui vous le dites pas, finalement? Mais dans le fond, là, j'ai appris à choisir, aujourd'hui, là, à 38 ans, j'ai appris à choisir les bonnes personnes de confiance. J'ai appris. Comme au travail, j'ai comme deux collègues de travail, deux amis qui le savent. Parce que les autres, là, j'ai su que c'était des personnes de confiance. Okay. Mais ça, même encore, il faut que je reste vigilante parce que j'ai une tendance à trop me dévoiler. Je suis un petit peu comme naïve socialement. Je peux trop me dévoiler, puis il y a des personnes, pas qui sont malhonnêtes, mais qui peuvent se servir de mon diagnostic contre moi. Un peu comme la situation que je vis au travail. Dont on parlait avant. Ouais, exact. Okay. Donc, c'est un des grands paradoxes de cette affaire d'invisibilité, c'est qu'on pourrait penser que plus c'est visible, plus ça protège. Et que quand une personne est proche des critères que les neurotypiques vont considérer être la normalité, bien plus ces particularités sont jugées comme des défauts, où les gens ont toujours le raisonnement, si cette personne est aussi intelligente qu'elle parle et qu'elle a fait des études, pourquoi n'est-elle pas capable de modifier les petites choses qui accrochent avec l'entourage? Et c'est très difficile. Ouais, ça, c'est un point important. Ouais. Ouais. Très important. C'est ça qui nous cause justement des congédiements injustes. Parce que des fois, l'employeur ne comprend pas nos comportements. T'sais, on a des comportements... ils disent qu'on a des comportements inappropriés, mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas notre diagnostic, ils ne connaissent pas nos comportements, pourquoi on est maladroit socialement. Tout ça, ça aboutit des fois à des congédiements injustes. C'est pour ça qu'on a eu beaucoup... Les personnes Asperger, on a beaucoup de défis, on a beaucoup de... Notre vie n'est pas toujours rose, mais on est persévérant. On est... En tout cas, moi, j'ai toujours persévéré. Puis je vais continuer à persévérer parce que... Puis avec la thérapie que je fais en ce moment, mais ça me permet de me concentrer sur mes forces puis d'accepter mon diagnostic. Puis... OK. Ouais. Puis, donc, est-ce que vous auriez, puis tous les deux, des conseils pour des femmes, soit qui savent qu'ils sont autistes ou qui se posent la question, parce que là, on parlait, c'est tout un... Il y a tout un mouvement là, sur les réseaux sociaux de gens qui se disent « Ah, ben peut-être que c'est ça, ma souffrance, peut-être que c'est ça qui expliquerait ma souffrance, comme tu parlais tantôt, Jessica. » Donc, est-ce que tu aurais des conseils pour ces femmes-là? J'imagine que tu interagis même avec elles des fois sur les réseaux. Des conseils que j'aurais peut-être 2 conseils pour les femmes autistes, des conseils pour les proches des femmes autistes aussi. Okay. Puis dans le fond, c'est le premier conseil, respecter les besoins des personnes autistes quand ils expriment un besoin. Exemple, notre besoin de solitude.
quand on veut être toute seule, la solitude, c'est très, très important pour nous parce que la solitude nous permet de recharger notre batterie. Puis, c'est pas... Souvent, il y a des personnes qui vont dire « Ah, t'es capricieuse, tu veux être seule parce que... » Mais c'est pas un cap. Nos besoins ne sont pas des caprices. Comme la solitude, on a besoin de notre solitude pour recharger notre batterie. Dans le fond, c'est de... Puis t'as l'impression Ouais. que des fois, les besoins des personnes autistes sont perçus comme étant des caprices. Oui, des Ok. fois, oui. Ceux qui comprennent pas. Puis, deuxièmement, de pardonner les maladresses sociales. Ouais, OK. Comme OK? tu disais, Parce que ouais. des fois, il nous arrive de dire des paroles qui peuvent blesser ou insulter notre interlocuteur, puis c'est tout le contraire qu'on veut. Alors, pour ma part, mon intention est toujours bienveillante. Tu sais, je suis une personne sans malice. Puis cela s'explique par, entre autres, notre difficulté à comprendre l'impact de nos paroles et comportements sur les autres. Mais ça, je travaille ça en psychothérapie, Ouais, à comprendre. Ça, c'est le but de la psychothérapie, c'est de comprendre l'impact de nos comportements sur les autres pour qu'on puisse bien s'adapter, s'arrimer avec les autres. Puis aussi, un autre, dernier conseil que j'ai, d'être clair. Okay. Si je dirais, si vous avez à parler à une personne autiste, soyez clair, précis et direct dans vos communications. Parce qu'on n'est pas capable de lire entre les lignes. Ouais. Des fois, on prend tout au pied de la lettre. Puis les consignes écrites sont mieux comprises que verbales. On va mieux comprendre les consignes écrites. Puis c'est important de toujours valider avec la personne autiste si elle a bien compris les consignes. Ça, c'est vraiment important. OK. Fait que ça, c'est des choses qui t'aident Ouais, toi ouais, quand exactement, les gens font ouais. ça. OK. Fait que ça, c'était Parfait. puis aussi d'être patient puis compréhensif envers les personnes autistes. OK. Ben génial. Docteur Motron, est-ce que vous avez, vous, des conseils pour les gens? Oui, alors certains recoupent ce que vient de dire Jessica. Le premier, c'est effectivement de savoir l'effet qu'on produit. Donc, toutes les personnes autistes n'ont pas les mêmes choses qui sont visibles pour les autres. Chaque personne doit apprendre que ce qui la rend visible déclenche chez les autres personnes une certaine grille de lecture, une certaine interprétation, et il faut qu'ils soient avertis de ça dès le départ. Par exemple, quelqu'un qui va parler très longtemps et qui sait que la personne a de la difficulté à avoir des relations amicales. Quand la personne a une relation amicale, réussit à en avoir une, la personne va parler très longtemps, très abondamment avec cette personne-là. En général, les personnes neurotypiques, puis peut-être un peu toutes les personnes du monde, quand elles ont l'impression de ne pas pouvoir échapper à quelqu'un qui veut leur parler énormément, maintenant on utilise le mot harcèlement, mais elles vivent ça de façon très négative. Hein. Chez les neurotypiques, quand on est l'objet d'un intérêt, on est content. Quand on est l'objet de trop d'intérêt, on est inquiet. Et cette espèce de différence-là est très, très subtile. Et je dirais, dans mon expérience, c'est quelque chose qui est presque impossible pour les personnes Asperger, qui ou vont être jugées hostiles si elles ne parlent pas, ou vont être jugées insistantes et harcelantes si elles parlent trop. Il faut juste que de le savoir fait que, même si elles s'en sont pas rendues compte toutes seules, si quelqu'un leur dit « Attention, il pourrait s'installer ça entre cette personne-là et toi. Ouais. » C'est vraiment important. Et puis, c'est par rapport aussi au sentiment amoureux. C'est que quand quelqu'un est jugé un petit peu l'objet d'un harcèlement, la plupart des neurotypiques pensent qu'il s'agisse d'un harcèlement amoureux, si ce n'est pas un harcèlement comme pathologique. Donc, il faut penser que pour la personne qui est l'objet de cette attention, si elle n'éprouve pas elle-même un sentiment, pour la personne autiste, eh bien, elle va vouloir prendre ses distances pour ne pas qu'il y ait méprise. Et ce type de méprise entre deux personnes, se croire harcelé, se croire l'objet d'un sentiment amoureux non partagé, ça forme l'essentiel des espèces d'anicroches entre les personnes autistes très verbales et leur entourage. C'est exactement ça qui m'est arrivé dans la situation là, que je vis au travail. Okay. Je croise mes doigts pour que toute la conclusion soit positive. Là. Ouais. Mais donc, ça te parle. Là, oui, ça me parle beaucoup, ça. Okay. énormément. Même que ça me donne
des forces pour me battre, des outils de plus pour comprendre la mécanisme de tout ça. Ouais, comprendre ce qui s'est passé. Exactement, OK. c'est ça. Pour que je puisse corriger, pour prévenir dans le futur, pour pas que ça se reproduise. Puis aussi, au travail, j'ai 2 collègues. Les personnes Asperger, on a besoin de coaching. J'ai comme 2 bons amis au travail qui me coachent. OK. C'est les 2 seules personnes qui connaissent mon diagnostic. Puis eux autres, ils me disent, telle personne, fais attention. Elle va, confie-toi pas à elle, va... Eux autres, ils m'aident à me guider. OK. Ça, Intéressant. on a toujours besoin d'un collègue, d'un ami qui va nous coacher dans l'aspect social. Fait que au travail, j'en ai 2 comme ça. Puis eux autres, dont un collègue, il me dit, bon, fais attention, dévoile-toi pas trop avec cette personne-là parce que cette personne-là est elle peut être hypocrite, elle peut... Ouais. C'est des affaires que je suis pas capable de détecter. C'est ça. OK. Fait que on a besoin de coaching pour ça. Ça, c'est très important, avoir un coach. Donc, pour associer les 2 choses, celles que vient de dire Jessica, parce que je disais juste avant, il faut qu'une personne autiste adulte trouve des gens de confiance. Mais il faut que cette relation de confiance, autant que possible, elle-même, soit partagée. C'est-à-dire que si, mettons, une personne autiste se sent en confiance avec quelqu'un, va lui parler très longtemps, mais il faut être sûr que la personne de confiance elle-même va être à l'aise dans ce rôle-là et ne va pas se juger instaurée dans un rôle qu'elle va penser par erreur être par exemple un rôle amoureux, alors que ce n'est pas le cas. Et là, c'est vrai qu'il faut une tierce personne. C'est vrai qu'il faut pouvoir avoir une sorte d'aîné. Moi, j'ai souvent eu à dire à des personnes autistes, vous allez devoir demander l'avis de vos parents longtemps. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de le suivre, mais avoir un avis, un jugement extérieur sur une relation, sa pertinence, son opportunité, les risques, etc., je pense que c'est toujours une bonne chose. Ouais, donc, de quelqu'un de confiance puis qui veut le bien. On sait qu'il veut notre bien de toute façon. Parfois, toute notre vie, on a besoin d'un coaching. Que ce soit d'un ami, d'un professionnel, même si même à 38 ans, c'est vraiment important. Ça fait toute la différence. Ouais, fait que ça pourrait être un des conseils que tu dirais aux personnes autistes. OK. Je sais que tu en avais d'autres. Est-ce que tu as envie d'en parler aussi, pour les... si je m'adresse à toutes les personnes autistes qui nous écoutent, là, moi, je dirais de toujours croire en soi, puis ayez confiance en vous. Si je parle aux personnes autistes. Allez au bout de vos rêves puis de vos projets de vie, même si on rencontre beaucoup d'embûches, puis même si le parcours, d'aller chercher de l'aide pour réussir à atteindre nos objectifs, d'être persévérant. Parce moi, c'est un conseil, même si c'est dur, il faut être persévérant. Parce que moi, je dirais aux personnes autistes, vous avez un potentiel infini, servez-vous de vos forces puis de vos talents. Puis respectez vos besoins. Essayez de reconnaître vos besoins puis de les faire respecter. Ça, c'est... La phrase qui vous a été répondue à votre emploi, j'ai pas besoin d'un autiste, j'ai besoin d'une infirmière. On n'a plus le droit de dire des choses comme ça. C'est judiciarisable, dans le sens que ça revient explicitement, ce que vous a dit cette personne, c'est une discrimination sur la base du diagnostic, c'est interdit. C'est-à-dire que seule la compétence doit être en jeu. On est très très loin de ça. Mais au moins le droit s'est prononcé au Canada pour l'interdiction d'une discrimination d'emploi sur la base du diagnostic. À ce moment-là, je travaillais dans un hôpital à Montréal, aux soins intensifs. Je ne vais pas dire le nom de l'hôpital juste pour respecter la confidentialité. Sauf que je n'étais pas employée, je faisais partie d'une agence de placement infirmier. Donc, je n'étais pas syndiquée. Donc, le chef d'unité, il pouvait me mettre dehors. J'avais pas de sécurité d'emploi. De sécurité d'emploi. Fait que c'est pour ça que avoir une sécurité d'emploi, c'est pour ça que là, j'étais contente d'avoir... Là, j'ai un emploi au Jewish. Fait qu'on va espérer que tout se termine bien. Ouais, parfait. OK.
Puis, donc, là, j'essaie de voir, c'est ça, je ne veux pas trop dévier donc, est-ce que, je sais qu'on s'était dit qu'on terminerait sur, dans le fond, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé entendre, savoir avant, qui t'auraient aidé à ce que ta vie soit peut-être un peu moins difficile si tu les avais su plus tôt? Ben, j'aurais aimé, tu sais, des mots que j'aurais aimé entendre. Ah, Jessica, je crois en toi, je crois en ton potentiel, je te fais confiance. Jessica, tu as ta place parmi nous, puis nous t'apprécions tel que tu es, avec tes caractéristiques uniques. Tu sais, c'est de me faire d'entendre que je suis acceptée avec mes bizarreries, mes comportements bizarres. Tu sais. Ouais. C'est ça, c'est des choses que c'est le fun, tu sais. De se sentir accepté. Oui, c'est vraiment ça, hein, la société, on a encore beaucoup de chemin à faire, je pense, pour que l'acceptation soit vraiment là, parce que aussi, c'est vrai que le droit est là, puis qu'on dit qu'on n'a pas le droit de discriminer les gens et tout, mais en même temps, pratiquement toutes les personnes autistes qu'on rencontre nous parlent de discrimination qu'ils ont vécues, puis de situations comme celle-là. Il faudrait, je pense, ajouter que l'autisme a été un peu à l'avant-garde de tous ces combats pour, disons, les particularités développementales au travail. Mais ce qui vient d'être dit là est le cas pour toutes les atypies, devrait être le cas pour toutes les atypies. Donc, toute personne qui se situe dans la marge doit pouvoir trouver une place dans laquelle à la fois l'accepter ne signifie pas abandonner tout un fonctionnement, mais dans laquelle la personne est prise, c'est ça, comme elle est. Donc, trouver une niche d'emploi, une niche sociale dans un groupe, ça devrait être le fait de toute personne. Et ça, c'est un point particulièrement important si on revient au tout début sur la question de l'autisme invisible. Il y a beaucoup d'autres particularités de personnalité qui ont des problèmes d'interrelation sociale très importants, qui ont besoin de support, qui ont besoin d'accommodement, mais qui actuellement se croient comme obligés de passer par l'autisme pour les avoir. Et c'est une double travestissement, une double erreur. Je dirais que c'est un préjudice aux autistes qui sont ça, de voir des gens qui ne le sont pas, qui rentrent là-dedans, finalement par erreur, mais c'est également pour eux-mêmes une façon de travestir leur propre réalité, donc finalement de demander des supports pour des choses pour lesquelles en fait ils n'ont pas vraiment besoin, alors qu'ils ratent les choses pour lesquelles ils ont besoin. Donc je crois qu'il faut garder pour les années à venir une sorte de principe simple. Ce sont les besoins qui doivent générer le support et c'est le diagnostic qui doit générer le contenu du support. Si on part juste avec ces deux principes-là, eh bien, on risque d'éviter tout un petit peu les effets pervers des avancées de l'autisme ces 20 dernières années dans le champ social. OK. Pour pas qu'il y ait des personnes qui sont pas nécessairement autistes, mais qui voient que là, les autistes ont acquis certains droits, ont réussi à faire de la représentation et tout ça, utilisent ça, pas nécessairement de mauvaise foi, mais juste pour avoir ces choses-là eux aussi. OK. Jessica, tu as quelque chose à ajouter là-dessus? Ben, ça serait le fun que le gouvernement investisse plus de l'argent pour les autistes, pour la psychothérapie, des psychologues spécialisés avec les autistes, au public, là, des services. Parce que là, moi, financièrement, je suis capable de me payer une psychologue au privé, mais on manque beaucoup de ressources dans le réseau public, des psychologues spécialisés avec l'autisme dans le réseau public. Les listes d'attente sont très longues. Oui, puis il y a peu de cliniciens, je pense aussi, qui ont cette expertise-là. Et il faut redire l'importance de la psychologie et de la psychothérapie pour l'autisme. Il y a des aspects qui peuvent nécessiter des médications, mais comme un peu dans toute la psychiatrie, la médication, donc ce qui est essentiellement psychiatrique, ne doit se poser que après la psychothérapie et éventuellement en conjonction avec elle. La psychothérapie de l'autisme adulte, c'est quelque chose d'absolument fondamental pour justement aider les personnes à s'y retrouver dans le monde d'une façon qui n'est pas normative, qui est supportante, mais qui est quand même, disons, une aide extérieure.
c'est essentiel. Je vous dirais, c'est essentiel. Ouais, à ça a toutes vraiment oui, été vraiment. Clé pour toi. Ouais. Super. Vraiment bien. Y a-tu autre chose que tu aimerais ajouter, que tu avais envie de discuter? Merci beaucoup de votre générosité. Merci de votre écoute. Je crois que des podcasts comme ça, on devrait en faire plus faut faire avancer la cause en autisme. Ouais. Ben merci vraiment à toi, Jessica, d'avoir accepté parce que sans des personnes comme toi qui acceptent d'en parler, qui acceptent de parler des difficultés, qui acceptent de parler de ce qui aide ou ce qui aide pas, ben on peut pas le faire, nous, encore comme neurotypiques, de dire quoi faire. Ça n'a jamais le même impact que si vous participez puis que vous êtes prêt à vous lancer. Puis je sais que ça peut être stressant, que ça peut être hors de votre zone de confort et tout ça, mais c'est vraiment, en tout cas, pour nous, c'est vraiment important puis touchant que vous le fassiez. Avec des petites fiches, c'est parfait. C'est ça. On a besoin de notre petite fiche. Parfait. Je vais suggérer au prochain de se préparer des petites fiches. Ouais. Super. Puis merci beaucoup, Dr. Motron, aussi d'avoir pris le temps là, de vous déplacer puis de venir discuter avec nous de ce sujet-là qui est important. Voilà. Bon. Merci beaucoup.